5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais, c'est sympa. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Its velocity is cut by 800 feet a second, working more directly against gravity than planned. Reaching over 23,000 miles an hour, it carries to nearly 80,000 miles, 30 times as far as ever before. D'accord. Faudra que tu viennes sur la scène un peu, nous raconter tout ça là. Bonjour. Bonjour, merci. Donc, déjà, merci d'être si nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'innovation, comme par hasard. Je vais vous parler d'innovation, je vais vous parler de marque, et surtout, je vais vous parler de bienveillance. Donc, on va voir un peu, on va essayer de comprendre comment aujourd'hui l'innovation joue un rôle de plus en plus important dans les organisations, dans les sociétés, parce que effectivement, l'innovation subit un changement sociétal qui l'a fait vraiment monter dans l'échelle de valeur. Donc, avant l'innovation, on se rendait compte que souvent on travaillait la technologie, on travaillait la tech, on travaillait la technologie d'un produit. On était briefé souvent par le marketing. Et on craquait des assets technologiques. Aujourd'hui, cette façon de faire a complètement changé. On n'est plus vraiment briefé par le marketing. Ce qui nous briefe beaucoup plus, c'est finalement les gens. On est finalement en mission pour le client final, pour le end user. Parce que la société a profondément changé. La tech a fait en sorte que la société a profondément changé. Donc ce changement fait en sorte que l'innovation aujourd'hui sert de plus en plus la promesse de marque. Dans l'exemple de la Poste, la promesse est hyper simple, c'est simplifier la vie. Simplifier la vie des Français, simplifier la vie des gens. Et la Poste et l'innovation de la Poste doit simplifier la vie. Alors, comment ça fonctionne de simplifier la vie et comment on travaille dans un laboratoire en innovation aujourd'hui? On se rend compte que ce qui est très très important aujourd'hui, c'est le sens. Les gens donnent de plus en plus d'importance au sens. On l'entend tout le temps ce mot-là, il faut que ça fasse du sens. Les gens sont vraiment à la recherche d'authenticité. Ils sont à la recherche de bons produits, ils sont à la recherche de bienveillance avant tout. Ils cherchent de la bienveillance pour eux, ils cherchent de la bienveillance pour leurs proches, ils cherchent de la bienveillance pour la planète, ils cherchent de l'authenticité, ils veulent bien vivre, ils veulent bien manger, ils veulent de l'équité, ils veulent de la parité. Voilà, c'est ce sens qui anime les laboratoires en innovation maintenant, et c'est ce qui fait monter finalement les laboratoires en innovation dans l'échelle de valeur. Parce que, tout simplement, quand on est à la quête du sens, on n'est plus dans des assets simplement de communication. Il y a quelques années, et je suis assez bien placé pour en dire, puisque je viens du monde de la communication, on faisait de la publicité. Donc, l'innovation ne travaillait pas forcément ce sens-là. Donc dans la publicité, on disait les choses, donc on était sur le dire. Ensuite, on est passé au stade de la preuve. Donc on apportait soi-disant des preuves que l'on était engagé, que les marques étaient engagées. Et maintenant, on est passé au stade de l'acte réel. Donc l'acte réel, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire le produit, l'authenticité du produit, qui lui-même doit être entouré de bienveillance. Et enfin, il doit être entouré aussi d'une expérience utilisateur qui soit adéquate, qui fasse du sens et qui finalement nous fasse décoller et nous amène ailleurs. Alors, tout le monde se rappelle de ce petit bonhomme là qui existe encore d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? À l'époque, on disait avec Frosty, tu vas manger du tigre. Avec Frosty, le tigre est en toi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ça suffisait à l'époque comme promesse au niveau d'un produit pour qu'on achète du Frosty parce qu'on était dans le dire. Voilà, le tigre est en nous. Aujourd'hui,
tout ça est complètement décrypté, le digital a complètement désensibilisé les gens auprès de ça. Aujourd'hui, c'est ça qui intéresse les gens. C'est le fait que le produit en lui-même soit entouré de bienveillance et fasse du sens. Et c'est pas parce que j'aime bien les tigres que je vous dis ça, c'est parce que c'est la vérité. Ce qui compte avant tout, c'est le produit, l'expérience qu'il fait et la bienveillance qu'il véhicule. Alors, vous allez pouvoir faire le test ce soir en rentrant chez vous. Vous voyez, quand vous allumez votre télévision aujourd'hui, on se rend compte que, assez paradoxalement, plus une expérience utilisateur est faible, plus un produit est vide de sens, et plus on met une débauche de moyens publicitaires autour. Alors, je ne veux pas balancer, mais voilà, si ce soir vous vous rendez compte de ça, n'hésitez pas à m'envoyer un private message sur Twitter ou sur LinkedIn pour voir si vous trouvez auquel je fais référence, mais c'est assez significatif, en tout cas c'est assez emblématique de notre époque. Alors, le sens et la bienveillance, ça veut dire quoi? Si on le décrit de façon hyper simple, la bienveillance, si on essaie de l'incarner, si on peut l'incarner, c'est un personnage qui est sympa, qui est accueillant, qui est à l'écoute, qui est en empathie, qui trouve toujours des solutions à vos problèmes, quel que soit le problème. Il se pliera en 4 et il ne demandera jamais rien en retour. Donc voilà, si on l'incarne tout simplement comme ça, c'est assez simple. Si vous prenez tous vos produits, tous les produits que vous imaginez, que ça aille du packaging à l'expérience utilisateur, au produit en tant que tel, en passant par votre service SAV, si vous faites passer tout ça à travers ce filtre, vous vous rendez compte que voilà, on est absolument loin du compte aujourd'hui, en règle générale. Tout le monde connaît la fameuse SAV téléphonique. Alors, si vous voulez joindre votre conseiller commercial, tapez le 1. Si vous voulez joindre votre expert technique, tapez le 2. Et à la fin, tout le monde raccroche parce que finalement, il n'y a rien pour nous là derrière. Donc, où est la bienveillance là-dedans? Enfin, ça a vraiment été conçu par des biscottes, ce système-là. On appelle ça un service client. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, cette bienveillance est absolument capitale et tout ce que l'on crée, eh bien, on doit le voir à travers ce spectre-là. Alors, là où ça tombe bien, c'est qu'on est passé effectivement de l'ère du dire à l'ère du produit réel et du produit bienveillant réel, ce qui nous fait rentrer, nous la Poste aussi, dans une nouvelle ère, dans l'ère du service, dans l'ère de la bienveillance et du service à la personne et du service de proximité. Et aujourd'hui, le service est pas mal dans le digital encore, incarné par le smartphone. Alors, à travers le smartphone, tout passe aujourd'hui à travers le smartphone. Mes contacts, mon agenda, ça gère mon shopping, ça gère mes rendez-vous, ça gère mes divertissements. Le smartphone gère aujourd'hui à peu près tout. Demain, avec l'arrivée de l'âge 5G, ce sera complètement différent. Tous nos objets, enfin beaucoup d'objets qui vont nous entourer, vont être connectés. Et donc, le règne absolu du smartphone va tout doucement se dissiper et le smartphone va perdre son hégémonie. Donc, la question va se poser sur, tiens, cette bienveillance, comment ça marche, cette bienveillance, quand tous nos objets seront connectés? Où est la limite de cette bienveillance? Comment on va arbitrer là-dessus et voilà, quelle est la limite à ne pas franchir? Pour nous, la limite, on a déjà commencé à la franchir. Pour la limite, c'est déjà ici, elle se trouve déjà ici. On a un produit, on va dire un agent conversationnel, qui est dans nos foyers, enfin qui est en train de rentrer dans nos foyers. Donc on met un micro effectivement à peu près partout dans toutes nos pièces, une oreille dans la chambre de nos enfants, qui nous écoutent sans arrêt pour nous proposer soi-disant des choses. Deuxièmement, quel est l'intérêt? Est-ce pas un peu gadget de rester avachi dans son canapé pour qu'on nous allume la lumière ou bien pour qu'on ouvre la porte du garage? À l'heure de la malbouffe où le cholestérol nous guette, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement aller allumer sa lumière? Est-ce qu'on a besoin de mettre un micro pour ça chez soi? Troisièmement, est-ce qu'on ne nous oriente pas vers un système de choix unique? Déjà sur Internet, on pensait que c'était un espace de liberté et qu'on était tous libres, mais déjà sur Internet, quand on fait appel à un moteur de recherche, eh bien, on a de moins en moins
de choix, finalement, quand on se retrouve sur un moteur, puisqu'on nous donne à peu près 10 choix par page. Les statistiques disent les gens cliquent sur les 4 premiers liens et tous les autres ne servent à rien. Donc, est-ce qu'on n'est pas tous en train de regarder tout le temps la même chose? Est-ce qu'on n'est pas en train de considérablement filtrer notre libre arbitre et notre façon de penser? Un ancien de Google, hein, je ne sais pas si ce nom va vous parler, mais je pense que si, qui s'appelle Tristan Harris, qui est justement un spécialiste de l'éthique technologique, explique lui-même que Google est allé beaucoup trop loin dans la captation de l'esprit, dans le hold-up de l'esprit, et finalement a engendré une forme de manipulation où l'on est sans cesse sollicité par son mobile et on est sans cesse orienté dans des choix au quotidien. Donc voilà, ça pour nous, c'est vraiment une barrière à ne pas franchir. Donc je vais essayer par la suite de vous donner à peu près 3 exemples, 3 clés, 3 filtres à travers lesquels nous, on fait passer chez Yellow nos différents produits pour éviter que nos produits ne soient pas bienveillants. Donc, premier visuel, pas de superflu. Alors ça, je pense que c'est le slide le plus moche que j'ai jamais fait de ma vie, pour vous dire. Et ce qui me gêne encore plus, c'est que c'est des photos de chez moi. Alors, celui du milieu, là, que vous voyez, j'ai appelé ça ma ferme de chargement. Parce que je dois plugger dessus ma Apple Watch, je dois plugger dessus mon iPad. En haut à droite, c'est ma cuisine. Ça, c'est ma salle à manger. Je reconnais bien le plug. J'en ai d'autres aussi dans ma chambre à coucher, etc., etc. Alors, j'ai pas hyper honte de vous les montrer, parce que je pense que c'est à peu près à ça que ressemble l'intégralité des appartements aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On les cache, quoi. On les cache. On a une surabondance de produits, on a des manettes dans tous les sens, des télécommandes, on a des box Internet où leur seule et unique fonction, c'est de délivrer du Wi-Fi. Donc pourquoi elles ne sont pas à côté du compteur électrique, comme finalement le compteur électrique? Donc est-ce que ce n'est pas déjà une forme, entre guillemets, de malveillance, de manque de respect de l'habitat? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des objets qui s'intègrent parfaitement chez soi et qui respectent l'univers dans lequel on est? Pourquoi on fait toujours des objets en plastique noir, pas beau, qui n'a absolument rien à voir avec un intérieur? Donc, à chaque fois qu'on crée un objet, la première question qu'on se pose, c'est il faut que cet objet soit déjà un objet usuel, que cet objet existe déjà. Donc, on va prendre les objets qui existent déjà et on va les rendre plus intelligents. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, quand on a conçu Lumi, Lumi c'est une petite lampe hyper mignonne qui a été dessinée par une designeuse. Lumi, tout simplement, c'est un système de backup de vos photographies. Donc vous rentrez chez vous avec votre smartphone dans votre poche, ou vous ouvrez votre ordinateur, automatiquement Lumi backup toutes vos photographies sur un disque dur que vous conservez chez vous, un peu comme une boîte à bijoux. Et pourquoi c'est une lampe? Parce qu'on se sert du backup visuel que me procure une lampe pour m'indiquer que mes photos sont en train de se backuper et puis pour que je puisse les effacer de façon totalement légère dans mon smartphone sans avoir besoin finalement de backuper tout un week-end. Donc on essaie vraiment de penser des produits intégrés chez soi, intégrés dans sa maison. Et pas de nouveaux objets. Enfin voilà, une petite tour, un petit cylindre noir posé sur la table de son salon. On n'est pas convaincu que ça serve beaucoup. Une autre rigueur que l'on se fixe, c'est la non-addiction. Voilà, chez Yellow, on se dit toujours, il ne faut surtout pas que nos produits soient addictifs. Après le smartphone, ça c'est le deuxième produit qui est hyper addictif. Donc, on se rend quand même compte aujourd'hui que le cinéma, il est passé de l'état. Beaucoup de gens sont battus pour qu'on appelle le cinéma le 7e art, donc il est passé de l'état de l'art à l'état du divertissement. Et aujourd'hui, ça devient un produit de consommation conçu par l'intelligence artificielle que l'on consomme comme une tablette de chocolat devant sa télé. Donc à un moment donné, manger une tablette de chocolat de temps en temps, comme récompense, pourquoi pas? Mais en manger tous les soirs, il va commencer à y avoir des petits problèmes de santé mentale au final. Donc voilà, comment fait-on en fait pour nous laisser enfermer finalement dans une cage culturelle dont on a nous-mêmes fait les barreaux? Que se passe-t-il? Non, tout va bien. Dont on a nous-mêmes fait les barreaux, dessiné les barreaux. Et voilà, Tristan Harris le dit si bien, nous ne laissons pas nos produits
les produits digitaux nous tiraient vers le bas. Et ça, c'est hyper simple à vérifier. Posez une question aux jeunes générations, 18-25 ans. Demandez-leur de vous citer un réalisateur français. Demandez-leur de vous citer un réalisateur français, un réalisateur Netflix, c'est encore mieux. Moi, un réalisateur Netflix, voilà. Donc, si on continue, on va arriver à ça, le grand M. Donc, faisons hyper attention à ces produits addictifs qui rentrent chez nous et sans même qu'on s'en rende compte. Donc, pas d'addiction. Tout le monde, je pense que voilà, vous êtes à peu près tous au courant dans cette salle. On a fait un petit objet connecté pour les enfants. Alors, on a été omnibulé par le fait de faire en sorte que ces produits ne soient pas addictifs. L'idée, c'est un petit personnage connecté pour les enfants qui interagit de manière homéopathique, tous les jours, quelques secondes avec un enfant, pour lui apprendre quelque chose. Lui apprendre le français, lui apprendre la musique, lui apprendre à calculer, à compter, etc., etc. Donc travailler une alternative à l'écran et tous les objets connectés, éviter l'addiction, en tout cas la fuir. Troisième exemple, et troisième et dernière clé, travailler des produits qui soient user-centric et pas marketing-centric. Alors moi, je crois encore à cette espèce de cadre noir là qu'on a tous chez nous, encore dans notre salon. Certains d'entre nous, les plus jeunes, les appellent ça un écran, les plus vieux appellent ça une télévision. Ce qui est assez curieux avec une télévision, c'est que on a tous un abonnement à une box avec une box télé. Et quand on l'allume, eh ben, avant de nous proposer les 300 chaînes à laquelle on est abonné, avant de nous proposer éventuellement, voilà, on est abonné à Netflix, on est abonné à Amazon Prime, on peut être abonné à des milliers de contenus. Mais ce qu'on nous propose quand on allume la télé, c'est des choses auxquelles je n'ai pas accès sans payer. Enfin, c'est quand même hyper bizarre. Hein. C'est comme si je devais tous les jours traverser un magasin et on me vendait des choses avant de pouvoir utiliser mes propres produits. Et derrière, on me laisse me dépatouiller dans mes milliers de contenus avec une télécommande aussi rudimentaire que ça, où il y a encore marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors qu'on est quand même en 2019. Et je passe ma soirée à surfer sans rien trouver au final. Donc, où est le côté user-centric là-dedans? Où est la bienveillance dans cette approche produit? Alors, chez Yellow, on s'est amusé à faire l'inverse, en fait. On s'est amusé à prendre une boutique et on s'est amusé à ne pas avoir une approche... on s'approchait vers une vraie approche, on va dire, servicielle, puisque cette boutique était tenue par des community managers, et non pas un vendeur. C'est une boutique qu'on a créée, c'est une boutique éphémère qu'on a créée dans le quartier de Beaubourg, dans le Sentier. Et donc il était tenu par un community manager qui était lui-même entouré de start-up, qui eux prodiguaient des services utiles dans le quartier dans lequel il se trouvait. Alors, le fait que ce soit animé par un community manager a fait en sorte que son brief n'était pas de vendre des choses, mais était de faire en sorte que qui que ce soit qui pousse la porte de la galerie S, on résout son problème, quel qu'il soit. Même si on ne prodigue pas ce service-là à l'intérieur de la galerie S en ce moment, l'idée c'était de craquer son besoin, quel qu'il soit. Donc effectivement, le community manager a décroché son téléphone, a appelé dans la boutique d'à côté, est-ce que vous faites ça? Oui, non, non. On résout le problème des gens. Et vous savez quoi? Le lendemain, si on pouvait, on intégrait ce service-là à l'intérieur, parce qu'on se rendait compte que ça faisait du sens et qu'on nous le demandait. Au pire, si on n'y arrivait pas, on payait un café aux gens et on lui apportait toujours quelque chose. Ce qui a fait que, c'est une galerie qu'on a laissée ouverte un mois, et bien finalement, au fur et à mesure, on a connu tout le quartier. Donc tout le quartier passait et on a réussi à vraiment créer une dynamique dans ce quartier-là. Donc une logique bienveillante, voilà, le chrono me dit qu'il faut que j'aille vite, une logique bienveillante qui fait qui inverse vraiment le processus qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Alors, vous avez un peu la sensation que j'étais un peu négatif avec les grands acteurs du digital d'aujourd'hui, et c'est pas du tout le message que je voulais faire passer, parce que bien au contraire, ils sont bons. Ils ont inventé plein de choses, ils ont effectivement tiré le digital essayé de tirer quand même le digital comme ils pouvaient. Mais le message que j'aimerais faire passer, c'est arrêtons de travailler en défense.
En France, on est bon aussi. On peut être les meilleurs à un moment donné. Et on a comme atout, effectivement, cette bienveillance qui est vraiment sous-utilisée aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que c'est ce que demandent les gens. C'est le changement sociétal de fond que l'on rencontre. Les gens sont à la quête de bienveillance et cherchent des marques bienveillantes. Donc voilà, la question est à quand le label de produits bienveillants? À quand est-ce qu'on mettra ça sur tous nos packaging et tous nos produits? Voilà, merci beaucoup. Merci Philippe, Je t'en prie. c'est vraiment cool. Grand changement de paradigme chez toi, c'est la sagesse. Comment? La technophilie qui vient se matiner de Mais non, mais la techno est qu'un outil. La techno est un outil au service des gens. À un moment donné, il faut bientôt plus parler de techno. C'est plus le sujet, la technologie. Le sujet, c'est l'expérience utilisateur. C'est qu'est-ce qu'on fait vivre aux gens, quels sont les services qu'on leur rend et comment on leur rend. Après, la techno, elle va nous aider à faire entrer des carrés dans les ronds et puis à réaliser les meilleurs produits. Donc pas de Netflix. Pas de Macflix, non, Ok. pas de Macflix. Merci à toi, merci encore.